Donc, bonjour à tous. C'est un honneur pour moi d'être là à l'occasion de cette remise de prix ONERA de l'Académie des sciences. Donc, je suis Fabien Tholin, donc je suis ingénieur de recherche au département DEFI dans l'unité Foudre, Plasma et Applications. Ma spécialité, c'est la simulation numérique des plasmas et en particulier des plasmas pour les applications aérospatiales. Donc le sommaire de ma présentation, je vais commencer par un peu de contexte en présentant une brève zoologie du quatrième état de la matière qui est le plasma, en insistant sur les différentes applications aérospatiales qui le concernent. Et ensuite, je vais rentrer dans le détail de trois grandes applications qui sont au cœur de nos activités. Le plasma pour le contrôle actif d'écoulement, la combustion assistée par plasma, et enfin je vais vous parler de plasma et de risque foudre, avant de conclure. Donc tout d'abord, zoologie du quatrième état de la matière. Alors, il est assez traditionnel dans toute présentation sur les plasmas d'introduire le concept avec ce genre de pêle-mêle où on aime représenter les différents plasmas que l'on rencontre dans la nature et dans les applications en fonction de deux paramètres, leur densité, donc ici la densité électronique, et leur température. Alors ce qu'on peut remarquer tout de suite, c'est que ça varie sur vraiment des ordres de grandeur, et même des dizaines d'ordres de grandeur pour ce qui est de la densité. Donc plasma en soi, ça couvre une réalité d'état de la matière extrêmement vaste. Tout à gauche de ce diagramme, vous avez les plasmas extrêmement dilués, donc le milieu intergalactique, on est à quelques particules par mètre cube, par centimètre cube, et des millions de degrés. Les plasmas intersidéraux, comme dans les nébuleuses, où là on est déjà à quelques milliers de particules par centimètre cube et quelques dizaines de milliers de degrés. Et je me permets de mentionner ici aussi le milieu plasma interplanétaire et notamment les ceintures de radiation, parce que les ceintures de radiation qu'on trouve dans le voisinage des planètes sont au cœur d'applications aérospatiales très concrètes qui sont très étudiées à l'ONERA par mes collègues du DEFI à Toulouse, parce que ce sont des milieux certes très dilués mais qui sont baignés de particules très énergétiques, des électrons qui sont à la dizaine de MeV, des ions qui peuvent aller à la centaine de MeV, et donc ça pose de gros problèmes concernant le durcissement des équipements embarqués sur satellite pour tout ce qui va traverser ces milieux très contraignants. Donc l'environnement spatial et l'impact que ça peut avoir sur les satellites et les équipements embarqués, c'est au cœur des activités du DEFI à Toulouse. Ensuite, pour finir sur les plasmas naturels, il y a bien sûr les plasmas stellaires, donc la couronne solaire, la surface du Soleil et les cœurs stellaires, où là on est vraiment à droite du diagramme pour les très grandes densités et des températures de l'ordre de la dizaine de millions de Kelvin. Et pour les applications, bien sûr, il y a deux grandes catégories d'applications, j'ai envie de dire. Il y a tout ce qui concerne fusion, donc la fusion nucléaire, donc avec ici à la centaine de millions de Kelvin, les deux grandes applications, les deux grandes technologies de fusion les plus répandues, donc la fusion par confinement magnétique, dont va probablement vous parler plus en détail Laurent Serre, avec des températures de 100 millions de Kelvin et des densités de l'ordre de 10-18 par mètre cube. Et bien sûr, la fusion par confinement inertiel laser, là, des températures similaires mais des densités bien supérieures, qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, puisque vous savez que le NIF, le National Ignition Facility, aux États-Unis, aurait atteint un rendement de 70%, un rendement plasma, bien sûr, pas le rendement total, ce qui est un step important. Donc moi, je vais surtout dans cette présentation me focaliser sur les plasmas pour les applications aérospatiales sur lesquelles on travaille à l'ONERA. Donc ces plasmas, ils sont tous regroupés ici, donc on va dire dans des milieux, on va dire, qui sont entre la millier et la centaine de milliers de Kelvin, et surtout sur des densités qui sont de l'ordre de 10-12 à la densité, à la pression atmosphérique. Parmi ces plasmas, il y a plusieurs catégories. Il y a déjà ce qu'on appelle les plasmas froids. Donc les plasmas froids, vous connaissez tous, c'est par exemple les lampes à décharge, comme les tubes néons de cette pièce. Les jets de plasma sur lesquels on a travaillé à l'ONERA, par exemple pour des applications de décontamination ou de dépollution, et les décharges pulsées sur lesquelles je reviendrai plus tard. Il y a aussi les plasmas de propulsion, donc la propulsion électrique pour satellite. Alors je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail ici sur ce sujet, mais il faut savoir que dans mon unité, l'unité FPA, il y a une forte compétence et une forte activité sur ce sujet, et notamment on développe un propulseur électrique pour satellite qui s'appelle ECRA. On a également un code Particle in Cell
pour simuler ce genre de propulseur, ainsi que des moyens expérimentaux importants avec un banc d'essai et un caisson qui s'appelle ERIS. Donc je ne vais pas pouvoir parler plus en détail de ces plasmas particuliers. Je vais surtout me focaliser sur les plasmas froids et les plasmas thermiques. Les plasmas thermiques, qu'est-ce que ça recouvre? Eh bien en fait, ce sont des plasmas qui sont caractérisés par un équilibre thermodynamique entre les différentes espèces, entre les électrons, les ions, les neutres. Et on rencontre ces plasmas dans, par exemple, la rentrée atmosphérique, tous les procédés, découpe, soudure plasma, dans tout ce qui est en électrotechnique de puissance, disjoncteur haute puissance, moyenne puissance. Donc c'est vraiment au cœur de nombreuses applications. Il y a beaucoup d'industriels qui travaillent avec ce type de plasma. Et bien sûr, c'est aussi les plasmas, le plasma peut-être le mieux connu, celui de la foudre. Donc je vais déjà parler du plasma pour le contrôle actif d'écoulement. Donc qu'est-ce que c'est? En fait, il existe évidemment plein de technologies de contrôle actif d'écoulement et comme il existe une grande diversité de plasma, vous pouvez vous douter qu'il existe une très grande variété d'actionneurs qui vont pouvoir avoir un intérêt important pour le contrôle actif en fonction des conditions de l'écoulement. Par exemple, en écoulement subsonique, il existe toute une gamme de technologies d'actionneurs qui reposent sur un mécanisme physique essentiel qui est le vent ionique. Qu'est-ce que c'est que le vent ionique? Donc, c'est la petite illustration que je vous ai représentée en haut à gauche. Supposons que vous avez donc une anode ici en rouge, donc un potentiel positif, et une cathode asymétrique ici représentée en bleu. Vous avez des lignes de champ électrique qui vont globalement présenter ce pattern, avec la propriété que le champ électrique va être évidemment beaucoup plus élevé à proximité de cette anode cylindrique qui peut être par exemple un fil. Du fait de la très forte valeur du champ dans cette région, vous allez avoir un mécanisme d'ionisation, c'est-à-dire que les quelques électrons qui sont naturellement présents dans l'air vont être accélérés et par collision vont produire une avalanche électronique capable de produire un plasma. Sous l'effet du champ électrique, ce plasma va se déplacer, les électrons vont tomber en fait sur l'anode et les ions vont drifter, ils vont avoir un mouvement de dérive sous l'action du champ électrique, sous l'effet de la force de Coulomb, vers la cathode. Alors, cette représentation est un peu mensongère parce qu'on a l'impression que tout est ionisé, mais en réalité, dans ces conditions, on est dans des milieux à très faible degré d'ionisation et l'essentiel, vraiment la très grosse majorité des espèces, restent des atomes ou des molécules neutres. Par conséquent, quand les ions vont dériver vers la cathode, ils vont rentrer en collision avec les molécules et les atomes neutres, et donc ceux-ci vont être accélérés par ce flux ionique et générer un vent d'origine ionique. C'est ce qu'on appelle le vent ionique. Et d'un point de vue, là c'est une description assez microscopique, mais d'un point de vue plus macroscopique, cela peut se décrire en termes d'une force volumique, des newtons par mètre cube, électro-hydrodynamique, qui s'exprime comme le produit de la charge d'espace, ici positive dans la colonne ionique, multipliée par le champ électrique appliqué. Donc c'est vraiment une force électrique volumique qui va être un espèce de terme source, typiquement dans les équations de Navier-Stokes, dans l'équation de conservation de la quantité de mouvement, capable de produire ces écoulements, ces vents, sans qu'il y ait de partie mobile. Donc c'est ce phénomène physique qui est à l'origine par exemple des lifters, c'est des choses que beaucoup de gens aiment fabriquer, qui peuvent presque se fabriquer dans un garage, où on a en général un fil ici qui va produire l'ionisation et une contre-électrode en aluminium, et entre les deux il y a un vent ionique qui se crée qui va de haut vers le bas et qui permet d'exercer cette poussée capable de faire léviter des objets. Et récemment, dans un article de Nature qui a été pas mal médiatisé, il y a des chercheurs du MIT qui ont réalisé un petit prototype d'avion propulsé, autopropulsé par ce type de décharge sans aucune partie mobile. Voilà, donc l'inconvénient, c'est évidemment qu'il faut alimenter en haute tension ce dispositif en permanence. Donc, quand on fait du contrôle actif d'écoulement, on va en général transférer donc de l'impulsion ou de l'énergie à l'écoulement externe d'un aéronef. Donc, on a envie d'être en proximité des parois. Et donc, il existe différentes technologies de décharge, on va dire pariétales, qui ont été développées et imaginées dans la littérature. Donc, du vent ionique de surface, des décharges DBD où l'une des deux électrodes est noyée dans le diélectrique pour éviter la transition à l'arc, ou des décharges glissantes. Donc ce sont vraiment des différentes technologies qui existent.
Donc là, j'ai repris un résultat de modélisation effectué par mes collègues de Toulouse, donc M. Dufour et M. Rogier, qui ont simulé, grâce à un couplage entre CEDRE, le code énergétique de l'ONERA, et Copayet, un code multifluide plasma capable de décrire toute cette physique, qui ont modélisé justement le type de force électro-hydrodynamique que l'on peut obtenir au voisinage d'une couche limite. Et donc ça peut être extrêmement important. Là, on est à 120 000 newtons par mètre cube. Par contre, c'est souvent très localisé à la fois dans le temps et dans l'espace, ce qui fait que ces technologies en pratique permettent d'atteindre des vitesses d'écoulement maximales de l'ordre de quelques mètres à quelques dizaines de mètres par seconde, mais pas beaucoup plus. Donc pour ce qui est des écoulements supersoniques, ce n'est pas suffisant en termes de transmission d'impulsion et d'énergie. Donc dès qu'on veut affecter des écoulements qui sont beaucoup plus rapides, on va plutôt aller sur des technologies où on ne va pas chercher à éviter l'arc électrique, on va aller sur des technologies où on va au contraire le générer, le produire, de manière à faire un dépôt d'énergie beaucoup plus important. Donc ce sont des activités sur lesquelles nous on travaille à l'ONERA et dans notre unité depuis pas mal de temps. Par exemple, en haut à gauche, ce sont des arcs de surface donc, qui ont été étudiés dans le cadre de la thèse de Philippe Castera en 2015 chez nous. Et vous pouvez, donc le principe de la décharge est très simple, hein, on génère un arc entre deux électrodes vraiment à la surface du matériau. Et cet arc, on peut très facilement contrôler sa longueur, le dépôt d'énergie, la durée du dépôt d'énergie, et ainsi générer des ondes de choc parfaitement maîtrisées, vraiment de manière pariétale à la surface, qui peuvent recoller des couches limites, décaler des ondes de choc et agir sur l'écoulement. Donc là, ce sont des décharges de type arc qui sont pulsées. Il y a aussi dans la littérature des gens qui étudient des décharges de type arc continu. Donc à ce moment-là, ces décharges se trouvent étirées par l'écoulement. C'est ce qu'on voit en haut à droite, des décharges entre des électrodes étirées par l'écoulement aérodynamique. Donc il y a un fort couplage entre la mécanique des fluides et le plasma dans ce type d'application. Et on a aussi beaucoup étudié à l'ONERA donc les décharges diffuses, où cette fois-ci le plasma est généré vraiment à l'avant d'un objet supersonique à l'aide d'une électrode à la haute tension. Ça crée ce genre de décharge en forme de parapluie qui a une propriété assez intéressante, c'est que si on regarde l'évolution de la densité des espèces le long d'une ligne d'écoulement à la traversée de l'onde de choc et de cette décharge, eh bien on constate que très rapidement le champ électrique réduit, donc le champ électrique que divise la densité s'effondre derrière l'onde de choc, les électrons s'attachent et on se retrouve avec un plasma constitué quasiment exclusivement que d'ions, des ions positifs et des ions négatifs, avec donc une conductivité électrique assez faible parce que ce sont des espèces lourdes. Et la présence de ce plasma ionique crée une interaction extrêmement fine entre l'écoulement et le champ électrique, parce que les ions ils vont être évidemment attirés par les lignes de champ électrique vers la contre-électrode, mais en même temps ils vont subir de nombreuses collisions avec les molécules neutres de l'air, et donc il y a vraiment une interaction forte entre l'aérodynamique et le champ électrique dans ce type d'application. Et dans certains régimes, il a été montré que ce type de décharge pouvait permettre d'avoir une influence significative sur l'écoulement et notamment de stabiliser des chocs instationnaires qui exhibent des phénomènes de battement. Enfin, pour finir un peu, je vais parler de contrôle actif d'écoulement par plasma dans le domaine des écoulements hypersoniques et notamment ici dans le domaine de la rentrée atmosphérique, en mentionnant des actionneurs MHD, magnéto-hydrodynamiques. Alors là, je vous ai parlé de force électro-hydrodynamique parce qu'on était dans des milieux avec un très faible degré d'ionisation et des séparations de charges sur des distances importantes. Là, dans ce type d'application, on a des plasmas beaucoup plus ionisés. Et en fait, les actionneurs que l'on va utiliser exploitent non plus une force d'origine électrique, non plus la force de Coulomb, mais une force d'origine magnétique en J cross B, c'est-à-dire les forces de Laplace, les forces volumiques de Laplace, qui interviennent, comme vous pouvez le voir dans les équations de la MHD résistive que l'on résout, comme un terme source de quantité de mouvement dans l'équation de conservation de l'impulsion de Navier-Stokes. Donc ces forces, en fait, peuvent être générées simplement en appliquant un champ magnétique dans un écoulement hypersonique. Donc là, à gauche, vous avez représenté le champ magnétique généré par un aimant qui serait à l'intérieur de cet objet hémisphérique.
Et donc, si vous imaginez donc un champ de vitesse orienté, par exemple, avec cette flèche jaune, et si vous représentez le champ B qui est ici, qui suit en gros cette ligne de champ, vous pouvez constater que vous allez avoir donc une force électromotrice V cross B qui va être donc orthoradiale. Et ce J, donc ce J ici, ce courant en ampères par mètre carré qui va être généré par la simple présence d'un champ magnétique permanent, va entraîner une force J cross B qui va repousser l'écoulement vers l'avant. Et donc grâce à ce type de technologie, et donc là on pourrait presque dire que c'est du contrôle passif d'écoulement parce que ce champ magnétique peut être généré par un aimant purement permanent, est capable, ce champ de force de Laplace, ce champ de force MHD, est capable de modifier très significativement la position des chocs, par exemple d'éloigner le choc de la paroi pour réduire les flux thermiques ou pour faire par exemple du contrôle de trajectoire. Donc à gauche, c'est simplement un schéma de principe simplifié dans le cas où la conductivité électrique du plasma est scalaire. Mais malheureusement, dans la réalité, le couplage entre un plasma et un champ magnétique, et je pense que Laurent Serre vous en parlera aussi, est beaucoup plus subtil que ça. Et notamment dans cette configuration, on peut avoir une conductivité tensorielle lié au mouvement cyclotronique des électrons qui fait apparaître une structure de courant beaucoup plus complexe. Donc vous avez toujours un courant J qui est orthoradial, mais en plus il y a des boucles de courant qu'on appelle des boucles de Hall qui se forment et qui sont ici représentées en blanc dans la couche de choc. Donc une des grandes... Oui ? Une des grandes problématiques liées à ce sujet, c'est que le choc peut se déplacer très significativement au cours du calcul, et donc il est indispensable de pouvoir à la fois résoudre très finement le choc et toutes ces structures de courant que j'ai décrites, mais ce n'est pas évident d'avoir un maillage qui, dès le départ, est parfaitement adapté à toute cette physique. Donc là, on a mis en place en collaboration donc, avec l'INRIA, avec Julien Van Haren et Guillaume Puicht et M. Lozey donc, de l'INRIA, et M. Alozé, une stratégie de couplage du code Taranis, qui est notre code de MHD résistive, avec la bibliothèque d'adaptation FIFLO, où vous voyez, donc c'est ce que vous a montré un peu Guillaume, le maillage qui est capable de suivre, de capter la position du choc au cours du temps. Je vais vous parler brièvement de la combustion assistée par plasma. Donc, il existe tout un tas de technologies liées à la combustion assistée par plasma. Et ça peut être à la fois donc, des systèmes d'allumage pour allumer en conditions sévères ou des technologies qu'on utilise pour la combustion supersonique. Donc, je ne vais pas vous rappeler en détail ce qu'est la combustion supersonique, juste vous montrer quelques résultats que l'on a obtenus récemment dans le cadre d'une thèse, la thèse d'Éric Bourlet, où vous pouvez voir par exemple à gauche un arc électrique soufflé par un écoulement supersonique rapide qui permet, qui donc va en principe servir pour initier une combustion dans une chambre de statoréacteur où il y a un écoulement transverse supersonique qui vient le convecter. Et il y a un des phénomènes les plus difficiles à prendre en compte dans ce type d'actionneur, dans ce type de décharge, c'est qu'il va y avoir des phénomènes de reclaquage électrique, comme vous pouvez le voir de temps en temps sur cette vidéo, qui sont des phénomènes plasma fondamentalement hors équilibre. Et donc au cours de cette thèse, Émeric Bourlet a développé un macro-modèle de plasma qui peut être couplé avec un code CFD, un code d'énergétique. Et donc, on espère vraiment pouvoir simuler en détail l'interaction entre ce type d'arc soufflé et la combustion dans un scramjet d'ici la fin de sa thèse. Alors, il existe évidemment une très grande diversité de décharges concernant l'application concernant la combustion assistée par plasma. Là, je mentionne rapidement les décharges nanosecondes répétitives pulsées sur lesquelles on a beaucoup travaillé dans notre unité, qui permet de générer des espèces actives. C'est ce qu'on voit ici, la production d'espèces actives au cours du temps, capable justement d'avoir un effet important sur la combustion en produisant des radicaux, en plus de permettre un dépôt d'énergie et un échauffement local du gaz. Donc on a des comparaisons expériences simulations qui sont très concluantes dans ce domaine. Je ne vais pas pouvoir rentrer malheureusement dans plus de détails concernant ces aspects. Donc j'aimerais parler rapidement du plasma appliqué au risque foudre.
Donc ce qu'il faut savoir, un peu de contexte, c'est qu'un aéronef est foudroyé en moyenne une fois toutes les 1500 heures de vol, donc c'est-à-dire à peu près une fois par an, mais ça c'est une moyenne. Sur certaines lignes, ça peut être 10 fois plus. Et ça pose des problèmes importants en termes de maintenance, parce que un radome, par exemple, les radomes peuvent être percés par des décharges liées à la foudre, et même si ça ne pose pas de problème en termes de safety, ça implique de les changer régulièrement. Et ça peut aussi engendrer ce qu'on appelle des effets directs, c'est-à-dire des endommagements de la structure qui imposent aux industriels de pouvoir, devant les organismes de certification, de pouvoir démontrer qu'il n'y a pas de risque associé à ce type d'endommagement lié à la contrainte foudre. Et bien sûr, il y a malheureusement parfois des accidents beaucoup plus graves. Ici, vous avez la rupture d'une pale d'hélicoptère du fait d'un foudroiement. Donc ça, c'est un sujet très étudié dans l'industrie aéronautique. C'est une des grandes applications des plasmas à l'aérospatiale, un plasma que l'on subit malheureusement. Et à l'ONERA, dans l'unité FPA, on a des dispositifs expérimentaux, donc notamment un banc foudre qui s'appelle Griffon. Là, vous avez un essai d'un arc foudre sur un panneau composite foudroyé avec un mécanisme d'explosion. Ça s'apparente vraiment à un mécanisme d'explosion. Et en modélisation, on modélise ça avec la même approche que ce que je vous ai montré pour la rentrée atmosphérique, avec des approches type MHD résistive, où on a Navier-Stokes couplé à l'électromagnétisme via les forces de Laplace et l'effet Joule, que l'on résout en résolvant les champs électromagnétiques. Mais il va aussi y avoir un couplage avec le radiatif, car on est dans des milieux qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de degrés, et donc il faut aussi résoudre l'équation du transfert radiatif. Donc il faut vraiment résoudre toute cette physique couplée. Là, vous avez des exemples illustratifs d'un arc en phase continue. Il faut savoir que dans la foudre, il y a une phase continue de quelques centaines d'ampères sur des durées qui peuvent aller jusqu'à la seconde, sur laquelle se superposent des impulsions de courant qui peuvent monter à plusieurs centaines de milliers d'ampères. Donc c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus contraignant, mais c'est sur des durées beaucoup plus faibles. Donc les deux types de foudroiement ne produisent pas du tout les mêmes gammes d'endommagement et de contraintes. Donc là, vous voyez un mécanisme d'entortillement typique dans les arcs continus qui résulte d'instabilité magnéto-hydrodynamique de type kink, où vous avez donc une colonne qui va se tordre et se plier du fait des forces de Laplace et de leur interaction avec le champ magnétique et l'écoulement. Ici, c'est un exemple de foudre impulsionnelle. Vous voyez un pied d'arc sur panneau qui se développe et qui exhibe là aussi une structure qui va dépendre de toute la physique stationnaire du plasma et aussi du matériau sous-jacent. Là, ce sont des comparaisons expérience-simulation de pieds d'arc sur différents matériaux qui se caractérisent notamment par différentes conductivités et des anisotropies en présence de matériaux composites. Donc juste pour faire le lien avec la présentation de Guillaume Puicht, là on est confronté véritablement à un problème multi-échelle important. On aimerait pouvoir faire ce genre de simulation de balayage et de foudroiement sur un avion complet, mais on est même sur des domaines beaucoup plus restreints de l'ordre du mètre, déjà confronté à des maillages qui doivent faire des centaines de millions de cellules, avec des temps de calcul très significatifs parce qu'il faut résoudre vraiment la taille caractéristique du plasma qui est extrêmement faible. Il faut des tailles de mailles de l'ordre de la centaine de microns pour résoudre vraiment une colonne, ce qui empêche de faire des simulations vraiment numériques poussées et encore moins des études paramétriques. Donc la stratégie que l'on envisage, c'est véritablement de passer, donc d'utiliser l'adaptation de maillage anisotrope que vous a présenté Guillaume, où on va avoir le maillage qui va suivre l'évolution de la colonne d'arc au cours du temps. Donc là, c'est un exemple de calcul de balayage avec un soufflage à 1000 mètres par seconde sur un arc foudre de 400 ampères. Et donc un point qui est important que j'ai souligné ici, c'est qu'on se base sur un critère d'adaptation ici qui est basé sur la densité du milieu, mais étant donné toute la multiphysique complexe qu'il y a dans ces arcs, avec le radiatif et l'électromagnétisme, il y a encore beaucoup de travail à mener pour savoir dériver le critère le plus pertinent, qui nous paraît le plus pertinent pour pouvoir conduire cette adaptation. Et là, le gain en termes de temps de calcul, vous voyez, il est absolument considérable, puisqu'on passe de maillages qui faisaient 150 millions de cellules sur un domaine d'1 mètre, ici à des maillages qui font entre 300 000 et 400 000 cellules sur un domaine qui fait déjà 2,50 m, et ce qui permet de réduire considérablement le temps de calcul. Pour un temps de calcul similaire, on tourne sur 48 proc au lieu de prendre tout le précédent calculateur de l'ONERA. Donc il y a vraiment un gain attendu de ces méthodes pour tous les aspects multi-échelles qu'on rencontre en physique des plasmas.
Donc je vais conclure ma présentation. Donc brièvement, j'espère vous avoir convaincu qu'il existe une très grande diversité de plasma pour les applications aérospatiales qui sont elles-mêmes très variées. Et la difficulté il y a une difficulté donc déjà multiphysique dans le fait qu'il faille coupler la CFD avec l'électromagnétisme, le radiatif et éventuellement aussi la chimie hors équilibre qui dans les milieux réactifs. Et donc il existe différentes stratégies de couplage et schémas numériques qui peuvent être testées et implémentées. Mais en plus de ce problème multiphysique, il y a une problématique multi-échelle, en plus qui doit se faire sur géométrie complexe. Donc pas question de faire des boîtes à chaussures. Et donc on a une stratégie qui repose sur aujourd'hui l'adaptation de maillage anisotrope avec FIFLO et donc en collaboration avec l'INRIA. On espère qu'il va porter ses fruits dans les années qui viennent. Donc je vous remercie si vous avez des questions. Merci beaucoup.